Je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de la FHP direct depuis le Salon Santé Expo 2021. Et j'ai le plaisir de vous présenter mes invités. Madame Claude Rambaud, bonjour. Bonjour. Claude Rambaud, on ne vous présente plus, vous êtes la vice-présidente de France Asso Santé. Adrien Broche, vous êtes consultant et chargé d'études à Via Voice. Bonjour. Et Béatrice Noëllec, vous êtes donc directrice de relations institutionnelles et de la veille sociétale à la FHP. Béatrice, je vais commencer par vous. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau. Béatrice, je vais commencer par vous parce qu'on va parler du sondage, enfin de cette enquête, pardon, de cette étude que vous avez demandée à Via Voice sur les attentes des Français. Oui, absolument, Christelle. En fait, ça fait plusieurs années qu'on chemine avec Via Voice. Pour notre plus grand plaisir. Et c'est vrai que chaque année, on travaille avec l'Institut d'opinion. On établit un baromètre sociétal, FHP Via Voice. Notre volonté en faisant ce baromètre, c'est moins finalement d'interroger les Françaises et les Français sur ce qu'ils pensent de nous, ce qui serait une démarche intéressante, mais il y a toujours un peu de nombrilisme dans une démarche telle que celle-là. C'est plutôt d'interroger année après année les besoins et les attentes des citoyennes et des citoyens sur les enjeux de l'offre de soins. Et ce qui est intéressant de travailler sur le long terme, c'est de mesurer évidemment l'évolution de ces attentes. Et si je devais simplement en préambule retenir un chiffre de cette enquête qui est extrêmement intéressante et riche encore cette année et que nous avons dévoilé à nos rencontres de septembre, c'est le fait que 69% des Françaises et des Français, 69% considèrent que nous ne sommes pas tous égaux aujourd'hui face au système de santé. C'est un chiffre énorme. On voit bien qu'il dépasse les catégories. C'est un chiffre considérable qui nous interroge collectivement, qui interroge bien sûr les politiques publiques, qui interroge les acteurs de santé et finalement qui laisse entendre que cette perception est très très forte, ancrée dans l'opinion, en fonction des territoires, en fonction de la classe sociale, etc., eh bien, on n'a pas tous les mêmes chances d'être soignés et bien soignés, qu'il y a une sorte de double, voire de triple peine parfois. Et donc, à quelques encablures d'élections majeures, c'est évidemment un défi qui nous interpelle véritablement, très très fortement, et sur lequel, effectivement, on doit tous se mobiliser. Alors, Adrien Broche, je vais vous faire réagir et développer cette étude plus longuement. Mais je voudrais d'abord que Claude Rambaud nous confirme son ressenti sur les propos de Béatrice Noëllec. Vous, en tant que vice-présidente de France Assos. Le sujet des inégalités d'accès aux soins, puisqu'il s'agit essentiellement de ça dans l'enquête qui a été faite, c'est un sujet qui est une préoccupation depuis de nombreuses années à France Asso. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, devant l'évolution du système et les structures, parce qu'ils sont souvent issus d'un dispositif législatif, on aura peut-être l'occasion d'en parler, c'est qu'aux inégalités sociales de santé qui sont déjà connues depuis longtemps, on sait que le salaire est un déterminant extrêmement important et tout, à ces inégalités sociales se rajoutent aujourd'hui des inégalités géographiques. C'est-à-dire que vous avez des zones qui sont non seulement des déserts médicaux en termes de médecine de premier recours, de médecine de ville, mais aussi en termes d'accès aux soins hospitaliers. Donc ça, c'est un véritable sujet qui est parfois qui est à peu près indépendant de la question du niveau social de la personne. Adrien Broche, votre étude, elle fait ressortir donc les perceptions des Français, on va dire 1 an et demi après la crise, 2 ans. Oui, bien ça. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs points effectivement dans cette enquête. On s'est intéressé, on a travaillé sur la question des inégalités à la santé, dans l'accès aux soins évidemment, mais pas uniquement. Peut-être un chiffre qui est peut-être le seul chiffre, le plus, peut-être pas le seul, mais le plus positif. D'abord, 3/4 des Français, 75%, donc on a interrogé un panel de 1000 Français représentatifs, une enquête d'opinion plutôt solide et classique pour ce type de réalisation. Les 3/4 des Français, d'abord, n'ont pas le sentiment que leur santé
leur propre santé, disons, s'est dégradée. C'est un petit peu plus important, évidemment. On est à 82% pour leurs propres parents. On juge l'état de santé plus sévère et un petit peu moins pour les enfants, mais c'est un chiffre d'abord qu'on peut retenir là-dessus. En revanche, effectivement, et c'est lié à la question de ces inégalités-là, on a une mécanique entre la dégradation, entre l'inquiétude et les inégalités. On a le sentiment, le chiffre c'est plus d'un Français sur deux, 54% des Français nous disent qu'ils ont le sentiment que le système de santé s'est dégradé sur une période qui a été à ce point-là importante que ces 2 dernières années. C'est un chiffre qui est tout de même interpellant. Et puisque ça s'est dégradé, on a un peu moins d'un tiers des Français, 30% des Français qui nous disent qu'ils sont inquiets vis-à-vis de la santé pour l'avenir. C'est notamment dû évidemment à la question des inégalités. Vous l'avez rappelé, quasiment 7 Français sur 10 ont le sentiment qu'il y a des inégalités dans l'accès à la santé en France. Et c'est en plus, du point de vue peut-être de l'analyse société plus large, une porte d'entrée extrêmement importante, puisqu'on oppose souvent une France du oui, une France du non, une France de la confiance et de la défiance, où on a à peu près une France là partagée en deux, 46% qui sont confiants pour l'avenir et 47% qui sont inquiets pour l'avenir. Béatrice, alors finalement, il y a des enjeux qui sont essentiels et qu'il va falloir, j'allais dire, sur lesquels il va falloir agir. Il faut trouver des leviers. Absolument. Ce que disait Claude Rambaud me faisait penser à ce que j'ai entendu dans la bouche de l'ancien directeur général de l'ARS Île-de-France lors d'un congrès santé CHAM, pour ne pas le nommer, tout récemment. Il expliquait ce qui s'était passé en Seine-Saint-Denis sur le Covid. Seine-Saint-Denis, département le plus jeune de France, je le rappelle, et département effectivement extrêmement touché par la précarité. C'est un département qui était très touché par la mortalité Covid. Ce qui est un peu contre-intuitif, parce qu'on se dit c'est un département jeune, c'est quand même plutôt les gens âgés qui étaient touchés par cette maladie, etc. Mais en fait, on avait évidemment des facteurs aggravants, effectivement, les enjeux de santé, qui faisaient que des populations jeunes étaient touchées, et qui faisaient, nous a-t-il dit, et c'est très très fort, que les gens mouraient faute d'informations, avant même d'aller à l'hôpital. Et ça, évidemment, ça marque. Et là, pour le coup, le public comme le privé, on a effectivement un rôle à jouer. Je veux bien dire effectivement 2 mots des leviers dont vous parlez. Dans les cliniques et hôpitaux privés à mission, prennent en charge environ, selon les endroits, 20 à 20% de patients CMU, CMUC, AME, etc. Et historiquement, on a beaucoup aussi d'établissements qui sont dans des zones géographiques défavorisées. Mais il faut aller, je pense, au-delà et avoir ce que disait aussi Claude Rambaud, une conception plus large du sujet et en faire peut-être effectivement un sujet très politique. Ce sujet des inégalités sociales corrélées au sujet de santé n'est pas un sujet aujourd'hui très politique. D'abord parce qu'on manque de données. On manque pas que de données là-dessus, on manque de données en général dans le système de santé, mais on manque de données pour objectiver. Ensuite, il faut former les professionnels de santé, médicaux et paramédicaux à ces enjeux. C'est très important. Ensuite, mais je culpabiliserais presque de le dire devant Claude Rambaud qui connaît ça par cœur et qui peut-être réagira. Voilà, justement, on va laisser réagir. Les patients, il faut prendre en compte aussi écouter la parole des patients les plus précaires. Parce qu'on s'aperçoit que les gens qui connaissent des difficultés au quotidien, ils ont la grille de lecture et ils ont le détecteur automatique de ce qui ne va pas. Et comme ils ont le détecteur automatique de ce qui ne va pas, ils peuvent aider la société dans son entièreté à s'améliorer. Et enfin, je voudrais finir là-dessus, parce qu'on va parler de One Health, etc., et puis aussi que, évidemment, les inégalités environnementales, sociales, tout ça est lié. Je voudrais dire que les établissements de santé privés aussi doivent jouer un rôle, si le prochain quinquennat est sous le signe de la prévention, de la promotion de la santé et de la santé publique. On l'a dit au professeur Chauvin, quand on a été auditionné par la mission du professeur Chauvin de santé publique, les établissements de santé qui voient passer des millions de personnes chaque année et leurs proches ont un rôle à jouer dans la prévention primaire, dans la lutte contre les inégalités sociales de santé et dans la promotion de la santé et de la santé publique. Alors Claude Rambaud, je vous laisse effectivement réagir aux propos de Béatrice Noëllec. Allez-y. Rebondir sur Béatrice, ça nous prendrait la journée. Oui, il y a un véritable sujet, elle a terminé là-dessus, c'est qu'il est urgent, et c'est la mission du professeur Chauvin, de refonder ce qu'on appelle la santé publique en France. Et la crise, on le savait déjà avant, ça fait des années qu'on sait qu'il n'y a pas le compte dans la prévention primaire, qui est la première des inégalités, parce qu'on n'a pas besoin de chercher un accès aux soins si on a une bonne santé, enfin, ou peu, on va dire.
Or là, quand même, le bât blesse, on en reparlera, parce que quel rôle peuvent jouer les établissements privés? C'est quelque chose d'important, c'est une question qui ne se sont jamais posées, là, mais qui peut se poser. Mais je voudrais dire, pour rebondir sur ce qu'elle a dit aussi, c'est qu'effectivement, cette crise sanitaire qu'on vient de traverser, c'est pas seulement la crise Covid, c'est une crise qui a mis en relief les vulnérabilités. Les gens, alors vous avez dit tout à l'heure la double peine, la triple peine, oui, la triple peine, parce que les gens les plus vulnérables déjà, les personnes âgées, les gens qui ont des affections chroniques, justement ça renvoie à l'information, l'éducation, il y a tout ça, les personnes qui ont qui sont atteints aussi d'obésité, etc., ont été les plus frappés par la crise. Quand on regarde, même aujourd'hui encore, ceux qui sont dans les services de réa, qui sont admis, on a quelques vaccinés qui sont dans les services de réa et tout, sont aussi de ces catégories-là. Donc cette crise sanitaire a mis en relief la crise des vulnérabilités, et plus que jamais, nous devons aller vers la prévention, et je dirais, bien sûr, le dépistage, la vaccination, tout ça, ça en fait partie, mais la prévention primaire, à la base. Et alors là, on revient sur ces populations défavorisées qui n'accèdent que très mal à une bonne éducation, à une bonne information. Et la grande inégalité, elle est déjà là dans l'accès à l'information. Adrien Broche, dans votre étude, je suppose que ce qui ressort aussi, c'est que la crise, elle a mis en avant des signaux d'alerte par rapport au système de santé. L'inquiétude des Français. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est même un indicateur qu'on mesure dans plein d'enquêtes d'opinion, où généralement, quand on interroge les Français sur leurs émotions principales, on a beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'anxiété, et notamment de fatigue. Et on est totalement dans le registre, et presque dans un champ lexical qui est celui de la santé. Donc là, la question de la santé imprègne totalement un certain nombre de sentiments, même de représentations qu'on a dans la société, et on l'a vu notamment dans l'étude, avec cette anxiété qui ressort d'un système qu'on considère effectivement plus atteint d'inégalités qu'avant, malgré tout. Et peut-être c'est pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit, la synergie publique-privée, elle a été plébiscitée. Et les Français veulent qu'elle continue. Et les Français veulent qu'elle continue, exactement. 68% des Français, donc quasiment 7 sur 10, jugent que les actions menées pendant la crise par les hôpitaux et les cliniques privées ont été positives. On a 79%, donc là, une très large majorité dans l'opinion, c'est important, 8 Français sur 10, qui considèrent que cette coopération a été une bonne chose. Et un dernier chiffre, peut-être, pour pas vous abreuver, mais 73% des Français estiment que chacun des deux secteurs, public comme privé, sont aujourd'hui légitimes pour agir sur la question de la santé. Donc on a un dépassement ici de cet enjeu qui est général, mais pas restreint simplement au secteur traditionnellement public. Les Français, on le voit visiblement, souhaitent qu'on tire des leçons de ce qui s'est passé et des améliorations qu'il faut apporter, non? Oui, mais... Vous allez me dire, on répète ça depuis des années, Claude Rambaud, c'est ça? Oui, mais je dirais presque que la crise, je disais tout à l'heure, a mis en relief tout ça. On est au pied du mur sur le plan de la santé, de la prévention primaire. Donc, qu'est-ce qui va ressortir de la refondation de la santé publique? On attend ça avec beaucoup d'espoir et beaucoup d'impatience. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est de l'éducation, évidemment, mais c'est aussi la contribution de l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire des professionnels de santé, des professionnels de la ville, et les professionnels et les établissements de santé. Comment peut-on concevoir encore aujourd'hui qu'on va prendre en charge dans le curatif, parce que nos établissements, ils sont dans le curatif, hein. Dans le curatif, une personne, on va la traiter pour sa pathologie, qui peut être, on va prendre des choses extrêmement répandues, qui sont les cancers. Alors on va lui faire sa chimiothérapie, on va lui faire sa cure chirurgicale, sa radiothérapie, etc. Et ensuite, on le laisse repartir avec son histoire, avec ses mauvaises informations sur son mode de vie, sans s'interroger dessus. Alors vous allez me dire, dans la précarité, il n'y a pas tellement de choix. Oui, on pourrait choisir de rembourser des paniers de légumes et de fruits au lieu de rembourser des médicaments, par exemple. C'est-à-dire de faire de la prévention et de l'incitation à une meilleure, en aidant les gens à accéder à l'alimentation est un des éléments importants. Donc, vous voyez, je pense que les établissements de santé vont être obligés de se pencher sur la question. On ne peut plus continuer à être uniquement curatif et être rémunéré que sur le curatif. Il y a donc tous les acteurs, y compris l'assurance maladie et les complémentaires dont vous avez parlé tout à l'heure.
et se dire maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller au-delà de ça. Béatrice, et puis après, on sera sur la conclusion. Je vous en prie, allez-y. Oui, ce que dit Claude Rambaud est très important. Moi, j'ai la conviction que, de surcroît, on ne bâtira aussi des politiques de prévention et de promotion de la santé efficaces qu'en ayant une vision de démocratie de santé. C'est-à-dire qu'aussi, en associant les citoyens aussi à ces démarches. On a fait pendant très longtemps, mais les choses évoluent, et on avait hier la directrice de Santé publique France, on a fait pendant très longtemps quand même une prévention beaucoup basée sur, je dirais, le coercitif, sur la culpabilisation, etc. Je pense que les choses aussi évoluent. On l'a bien vu pendant la crise sanitaire. On a eu quand même des citoyens et des citoyennes très compliants, parce qu'ils ont compris, parce que c'est très compliqué de faire changer les comportements. On a eu des citoyens compliants, mais sur la vaccination, on a amélioré, je trouve, la manière dont on s'est adressé aux gens. Mais je pense qu'il faut co-construire en réalité les politiques de prévention avec les citoyens, parce que la mesure de l'acceptabilité sociale de certaines choses est fondamentale. On doit faire évoluer, je pense, nos logiciels là-dessus. Et je voulais rebondir sur ce que dit Adrien, c'est très intéressant. Moi, je suis convaincue que la santé est un facteur très fort de cohésion sociale dans un pays qui est quand même, c'est une expression chère à François Milquet-Marty, très balkanisé, très morcelé, très clivé, voilà, et que la santé peut être aussi un facteur très fort de cohésion sociale. C'est très intéressant, ces deux France. Il y a finalement une France qui a confiance, qui croit. Là, on voit bien sur les enjeux vaccinaux, on voit bien, on peut corréler à peu près sur tout. Puis il y a une France qui a peur, qui doute, etc. Et les acteurs de santé doivent être aussi des acteurs finalement de la réconciliation de ces France et des acteurs de cohésion sociale dans un pays qui aujourd'hui est très fracturé. Et là aussi, avec les élections qui se profilent, sachons choisir des débats qui rassemblent, et la santé en est un, et pas des débats qui clivent. Je vais donner le mot de la fin à Claude. Adrien Broche, vous confirmez que ce sera un sujet majeur de l'élection présidentielle, de la campagne présidentielle ? Oui, bien sûr. Alors je confirme, la santé constituera, dans notre enquête, c'est pour 86% des Français, un enjeu majeur de l'élection présidentielle, et même dans toutes les enquêtes d'opinion, ça arrive très haut. Évidemment, on sort d'une période qui a considérablement rehaussé la question de la santé dans les débats publics, etc., et même dans les représentations personnelles, où on considère effectivement, parce que la santé joue en France et la solidarité nationale un rôle structurant dans la représentation qu'on se fait de l'unité de ce qui nous rassemble, c'est effectivement un enjeu qui est à la fois essentiel, et puisqu'il est essentiel, beaucoup plus soumis à des inquiétudes, puisque dès qu'on y touche, on a le sentiment justement d'une médecine à deux vitesses. Et si une médecine est à deux vitesses, alors la France est à deux vitesses. Donc c'est un enjeu qui est extrêmement, fragile, mais considérablement structurant. Et on espère que les débats seront à la hauteur de ce qui doit être pour les Français un enjeu de premier plan pour les 6 prochains mois. Claude Rambaud, je vous laisse le mot de la fin. Oui, on le sait, hein, on est dans un système de santé extrêmement vertical, hein, très pyramidal et très vertical. C'est-à-dire tous décident en haut, les ARS ne sont que des services déconcentrés de l'État, et effectivement, ensuite, sur le terrain, on se débrouille comme on peut. D'accord ? Mais néanmoins, on a vu dans cette crise, c'est grâce à la créativité des acteurs locaux que les choses se sont organisées, notamment entre la médecine de ville et les établissements de santé. Et donc, il faut leur faire confiance. Et on a beaucoup parlé dans les tables rondes précédentes, et là, tout à l'heure aussi, Béatrice a fait appel à la notion de démocratie sanitaire. Je crois qu'il est absolument indispensable, et c'est ce que demandent aussi les gens, c'est qu'aujourd'hui, ça soit moins pyramidal, qu'il y ait une nécessaire territorialité des décisions de santé en ce qui concerne l'organisation de l'offre de soins. Et je pense que là, il faut faire confiance aux acteurs de terrain. Et dans démocratie, certes, il y a les patients, enfin, il y a les citoyens, comme vous l'avez dit, il y a les élus, c'est l'ensemble des acteurs de terrain, et il faut leur donner une autonomie qu'ils n'ont pas aujourd'hui, et que nous, à France Asso, nous revendiquons dans le cadre des futures présidentielles. C'est une idée que nous allons porter, c'est l'autonomie territoriale en matière de gestion de l'offre de soins. Eh bien, écoutez, on vous fait confiance, Claude Rambaud. Merci. Merci à vous trois d'être venus sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci. Merci.